Bonjour à tous, sur ce webinaire Cash is King avec Sophie d'Acting et Cécile d'HR for Team. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire exceptionnel. Vous êtes déjà très nombreux connectés. On va attendre que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, on va attendre encore 2 ou 3 minutes avant de commencer. N'hésitez pas à envoyer dès maintenant vos questions. On les prendra au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, c'est dans l'onglet questions qui est sur la droite. On est très heureux de vous accueillir. Donc, j'espère que vous allez tous bien dans cette période forcément compliquée. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour Amélie. Bonjour Pacifique. Bonjour Alexandre. On va commencer dans quelques instants. Vous pouvez me confirmer sur le chat qu'il n'y a aucun problème de son ni d'image? Parfait. Super, super. Très bien. Bon, on va commencer. Ça fera venir les autres participants. Vous êtes déjà plus d'une centaine à vous être connectés. On est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur ce webinaire Cash is King pour parler des bons réflexes face au reconfinement en termes de RH, à la fois sur la posture managériale et sur les sujets plus administratifs et juridiques. On est très heureux de vous accueillir, j'ai déjà dit. On va commencer d'abord par préciser les règles du webinaire, quelques informations. Alors déjà, ce webinaire est enregistré et vous recevrez automatiquement, après la diffusion en direct, un replay par mail qui vous sera communiqué dans les prochains jours. Et il sera accompagné d'une synthèse des principaux enseignements de ce webinaire. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace réservé sur la droite, dans l'onglet qui est à côté du chat, l'onglet qui est intitulé « Questions ». Ne posez pas vos questions dans le chat parce qu'on ne prendra pas en compte les questions qui sont posées dans le chat, mais seulement les questions qui sont posées dans l'onglet questions. Vous pouvez utiliser l'onglet, la fenêtre de chat pour échanger en direct entre vous et avec nous. Dernier point sur les questions, n'hésitez pas à liker les questions pour faire remonter en priorité les questions auxquelles vous souhaitez qu'on réponde. On essaiera évidemment de répondre à toutes vos questions, mais dans le temps imparti, on ne peut pas forcément répondre à toutes les questions. Et on essaiera de prendre les questions qui n'auront pas été traitées pendant ce webinaire, de vous y répondre ensuite par mail ou dans la synthèse qu'on fera de ce webinaire. Voilà. Alors, ce webinaire est organisé par Agicap. Pour ceux qui ne connaissent pas Agicap, Agicap est un outil d'aide à la décision pour les dirigeants, pour les DAF de TPE, de PME. C'est un outil qui vous fait gagner du temps et qui vous fait gagner en efficacité en vous permettant de suivre votre trésorerie en temps réel, de réaliser des prévisionnels et qui vous permet également de faciliter votre reporting et la collaboration entre les équipes. Il s'intègre à vos différents outils, comme par exemple à vos outils de facturation. Il vous permet de personnaliser des scénarios. Nous avons aujourd'hui plus de 3000 clients en France et désormais en Allemagne. Et si vous voulez en savoir plus sur Agicap, je vous invite à vous rendre sur le site agicap.com. Alors, Agicap a créé lors du premier confinement la communauté Cash is King. Et qu'est-ce que Cash is King? Cash is King, c'est une communauté d'experts de la gestion de trésorerie. Cash is King, c'est une communauté d'entraide entre entrepreneurs, dirigeants, experts, qui permet d'apporter à chacun des solutions pratiques et opérationnelles pour son activité. Voilà, donc il y a énormément de
de personnes, de dirigeants de TPE, de PME, également des experts sur la fiscalité, sur le financement, qui sont présents sur notre communauté, qui est présente sur Slack et qui répondent tous les jours à vos différentes questions. Voilà, et nous également, chez Agicap, nous répondons à vos questions. Nous vous envoyons également de la documentation et de la veille sur l'évolution des dispositifs, particulièrement en ce moment des dispositifs légaux et des dispositifs qui sont pris dans le contexte de reconfinement. Voilà, alors vous pouvez vous inscrire sur le lien qui a été présenté sur la page précédente. Ce support vous sera poussé après ce webinaire. On a également sur notre site un centre de ressources qui recense les différents webinaires et les livres blancs qui ont été réalisés ces derniers mois du côté de la communauté Kashisking et d'Agicap. Et je laisse la parole à Camille également, qui est présente avec nous, qui est notre DRH chez Agicap et qui va prendre la main sur la suite du programme. Bonjour à tous. Effectivement, comme le disait Thomas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui et surtout d'accueillir Sophie Bucchini et Cécile Plessis qui seront là aujourd'hui avec nous pour répondre à toutes vos questions concernant les bons réflexes RH. Ce que je vous propose, c'est que Sophie, tu puisses te présenter rapidement dans un premier temps et puis on laissera la parole après à Cécile. Avec plaisir, merci Camille. Donc Sophie, comme vous pouvez le voir à l'écran, je suis DRH à temps partagé, c'est-à-dire que comme tous mes collègues et partenaires d'Acting, on intervient à différents niveaux pour les entreprises. Donc on est des partenaires à notre compte en tant que DAF et DRH à temps partagé. Acting aujourd'hui est présent sur l'ensemble de la France et donc par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est vrai qu'on a de nombreux clients différents et avec des situations très différentes aussi pendant le reconfinement. Donc c'est un petit peu cette expérience que je vais essayer de partager avec vous. J'espère Camille qu'on répondra à toutes vos questions. Peut-être qu'on ne répondra pas à toutes pour des raisons de temps et puis parfois parce qu'on ne saura pas. Mais en tout cas, voilà, on essaiera de répondre à la majorité. Merci beaucoup Sophie. Cécile, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Cécile, je suis vraiment une collègue directe de Sophie. Donc on fait le même métier, DRH en temps partagé. Donc moi à Paris, sur une population PME, start-up. On a vécu pas mal de choses avec nos clients sur le premier confinement, donc on va essayer de vous donner le meilleur de nos bons conseils pour aborder ce deuxième confinement. Comme dit Sophie, on n'a pas forcément réponse à tout parce que le gouvernement ne nous a pas indiqué parfois toutes les réponses sur la partie juridique. Et donc voilà, mais on essaiera en tout cas de vous donner tous nos tips et tous nos bons conseils pour aborder ce deuxième confinement le plus sereinement possible. Toutes les questions sont ouvertes, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. On s'est tous posé ces questions-là un jour, donc vraiment aucun souci. Et on peut commencer quand vous le souhaitez. Super, merci Cécile. Effectivement, l'idée aujourd'hui du webinaire, c'est vraiment d'avoir un moment d'échange privilégié sur les différentes questions que vous pouvez vous poser dans vos structures. Donc, on a souhaité pouvoir aborder deux grands types de questions, revenir sur des questions plutôt juridiques, administratives et d'un autre côté sur les bons réflexes managériaux qu'on peut avoir besoin dans nos entreprises. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de répondre à vos questions. Comme un certain nombre d'entre vous avaient pu déjà, dans un premier temps, dans les jours précédents, poser quelques questions, ce qu'on vous propose, c'est qu'on puisse revenir sur ces questions qui nous sont remontées ces derniers jours et de commencer à y répondre par Sophie et Cécile. Et au fur et à mesure, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions et on pourra y rebondir dessus et on avancera comme ça au fur et à mesure. Voilà, donc je prends la première question qui est une question que je pense beaucoup de gens se posent au quotidien. C'est donc de comment renforcer le lien et l'engagement des équipes à distance concrètement et efficacement. On a tous cette question, on est tous beaucoup en télétravail avec des équipes qui se voient de moins en moins. Donc, je laisse la parole à nos intervenantes.
Merci Camille. Alors, je vais commencer avant de vous donner des tips concrets avec Cécile pour vous donner quelques grands principes là-dessus de mon expérience. Dans un premier temps, des grands principes, c'est déjà de se dire qu'il y a une lassitude, c'est-à-dire qu'on est sur c'est ce qu'on retrouve aussi dans vos questions, hein, on est sur un reconfinement, donc il y a des choses à faire à nouveau. Donc ça, il faut en avoir conscience en tant que dirigeant. Ensuite, deux choses, quand on parle d'engagement, de renforcer le lien, on a une notion d'équipe. Donc, effectivement, on va vous proposer peut-être des bonnes pratiques d'équipe et aussi une notion d'individu. Et c'est important de pouvoir agir sur ces deux points, pas uniquement effectivement sur des choses en équipe, mais aussi sur les individus pour plusieurs raisons. C'est que les individus sont tous différents. Certains vont être très contents d'être en télétravail, d'autres vont être dans une grande souffrance. Certains vont être avec des enfants en bas âge, certains pas du tout et sont très contents que les enfants soient à l'école, d'autres avec beaucoup de bruit. Enfin, il y a énormément de situations différentes, donc il faut aussi comprendre qu'il y a des situations différentes. Et ça, c'est aussi la difficulté qu'on a en ce moment, c'est que c'est une situation qui peut énormément bouger. Quelqu'un qui va être à l'aise en télétravail à un instant T va pouvoir être en grande souffrance la semaine d'après parce que, pour plein de raisons, il est une personne malade et finalement, il y a un petit peu de difficulté. Donc, à la fois, cette notion individuelle, elle est importante sur la différence et aussi sur le temps. Donc, du coup, il y a vraiment des actions en groupe et individuelles. Ce qu'on peut peut-être commencer à partager, c'est justement ces notions de groupe avant de passer sur la partie individuelle. Alors, les choses que moi, j'ai vues qui fonctionnaient bien sur des notions de groupe, c'est de pouvoir mélanger la partie formelle et informelle. Comme on l'a vu dans vos questions, les gens ont un petit peu assez effectivement des webinars parfois, des conf calls parfois. Il y a beaucoup. Alors, de pouvoir mélanger les deux, c'est-à-dire des conférences qui soient obligatoires parce qu'effectivement, on doit passer de l'information, c'est important. Donc, gardez-le, mais aussi de garder des moments et surtout non obligatoires, qui vont pouvoir correspondre aussi à des individus différents. Typiquement, on a un client qui a décidé de faire tous les jours un petit café à distance. Et là, les personnes ne sont pas obligées, mais peuvent le faire. Donc, sur la partie groupe, ça marche plutôt bien de mélanger les deux. Et ensuite, sur la partie individuelle, vraiment, ça, c'est un conseil que les managers prennent vraiment des nouvelles de tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ne vont jamais se connecter sur la partie groupe. Et on peut rater un petit peu des personnes qui sont en difficulté. Donc ça, c'est important que chacun soit contacté individuellement. Alors peut-être pas tous les jours, mais en tout cas de manière régulière. Et ça aussi, ça fait partie de l'informel, mais en tout cas de vraiment leur demander comment ça va aujourd'hui pour pouvoir prendre le pouls justement et pouvoir les aider en cas de difficulté. Et pour maintenir un petit peu ce lien, qui est le lien de viens boire un café, là, tu as une drôle de tête aujourd'hui, ça, on ne le connaît plus, ou en tout cas, on le connaît moins. Et du coup, de le maintenir par au moins un échange, que ce soit en visio, que ce soit par téléphone, c'est quelque chose qui peut sembler un peu bête, mais s'il est vraiment fait et maintenu régulièrement, ça fait la différence. Donc ça, oui, clairement, c'est quelque chose qui marche pas mal. Je ne sais pas si Cécile, tu as des tips à proposer. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais sur le lien entre manager et collaborateur, qu'il y a, je pense, peut-être un double lien qui peut se créer. Si vous avez une personne qui est dédiée au RH dans votre entreprise, il peut y avoir aussi ce moyen de communication-là pour garder le lien des gens qui pourraient être en difficulté à un instant T. Il y a le rôle du manager qui va être plus... Oui, garder le lien, mais il va aussi parler un peu du day-to-day, du travail, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, tu es sur quelle mission, un petit peu pour organiser le travail. Il peut y avoir aussi un rôle de la tierce personne qui est la personne RH, qui va prendre aussi le temps sur d'autres aspects, peut-être un peu plus humain, peut-être un peu plus de parler de « Ah ouais, t'as les enfants, c'est compliqué, t'as la nounou à la maison, tu vis dans un studio ». Voilà, un peu sur plus ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les risques psychosociaux un peu plus inhérents aux collaborateurs. Donc, des fois, ça peut être sympa de faire un peu ce binôme entre manager et RH. Si vous avez quelqu'un, bien entendu, de dédié chez vous sur les aspects RH, je pense que c'est pas mal. Un petit tips aussi pour un peu sentir le climat, des fois, c'est aussi de lancer un petit sondage.
On lance un sondage, on fait un Google Form assez simple. Comment vous sentez? Quel est votre cadre de vie actuellement? Où est-ce que vous vous êtes confiné? Enfin voilà, plein de petites questions un peu pour sentir aussi, de voir un peu dans le groupe comment ça fonctionne aujourd'hui dans notre entreprise, parce qu'on ne sait pas forcément. Donc ça peut être aussi sympa, et donc de mettre en place ce moyen de communication du sondage avec une petite restitution du sondage. Ça donne aussi un autre lien que le fameux webinar, la visio call, où c'est vrai qu'on en a un peu tous marre. Donc ça peut être aussi sympa, vraiment sur sentir le pouls de son entreprise. En fait, je pense que c'est ça un peu le trait caractéristique du télétravail aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à sentir le pouls de la machine à café, du déjeuner le midi. Donc, c'est là où il faut réussir à être innovant. Et je me dis, le sondage, comme dit Sophie, le coup de téléphone tous les matins, sans être trop intrusif non plus. C'est ça où il faut toujours trouver la bonne mesure. Le café un peu en mode, tiens, à 10h30, je prends un café, inscrivez-vous sur Slack pour ceux qui veulent prendre aussi un café, ça donne aussi du lien social, le déjeuner ensemble, donc tout ça, ça peut être vraiment des petits tips assez sympas. Et sur un tout petit point de cadre juridique du télétravail, aujourd'hui, l'inspection du travail nous dit que on peut adapter aussi son protocole sanitaire du télétravail s'il y a des risques psychosociaux assez importants pour des gens. Et notamment, c'était un peu les cas que je décrivais tout à l'heure. On a une personne qui habite dans un studio de 10 mètres carrés à Paris, qui est célibataire, lui permettre de venir de temps en temps au travail, même si on est dans un cas de télétravail 100%, normalement sur des postes télétravaillables, l'inspection du travail le validera. Donc, il faut aussi avoir ce point en tête sur des situations spécifiques. Des parents qui ont des enfants qui sont gardés à la maison, ça peut devenir intolérable. Donc voilà, c'est des petits cas aussi comme ça à prendre en compte dans la gestion du cas particulier, comme le dit Sophie. Et n'oubliez pas, sur cette partie-là, pour justement faire remonter les informations et éventuellement adapter votre protocole sanitaire. Alors nous, on a un client qui, en effet, a inscrit dans son protocole le fait que des difficultés psychologiques ou matérielles pour exécuter le télétravail étaient vraiment un motif pour venir. N'oubliez pas, un acteur important là-dedans, c'est le CSE, pour ceux qui en ont, et je pense qu'il y en a une grande majorité. Le CSE a vraiment un beau rôle à jouer à ce niveau-là pour justement recueillir des informations où parfois on n'a pas forcément envie de dire typiquement, je viens de divorcer, je viens de m'installer avec ma nouvelle compagne, elle est nounou à domicile, c'est la galère. Donc ça, on n'a pas envie forcément de le dire à son manager, voire à son RH. Par contre, c'est plus simple au CSE. Donc, n'oubliez pas de bien les inclure en amont dans ces réflexions-là. C'est vraiment intéressant. Un autre point, un de nos clients dans son protocole sanitaire, en fait, a demandé à ce que les personnes puissent se rassembler dans un lieu très ouvert, donc un peu plus grand, en fait, une grande salle de réunion, une fois par semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à exécuter pour tout le monde, effectivement, mais en partant du principe que justement, ce besoin était essentiel sur l'activité, ils ont pu adapter le lieu de travail. Alors, c'est une petite entreprise, hein, évidemment, si vous êtes une centaine, c'est compliqué. Mais si vous êtes plus petit, ça peut être envisageable en louant des locaux plus importants, sachant que justement, des locaux, il y en a un petit peu plus à disposition en ce moment. Donc, ça peut être aussi une solution temporaire ou s'il y a des choses à traiter qui sont assez délicate, pensez aussi à sortir des bureaux habituels pour respecter à la fois les règles sanitaires, mais permettre aux personnes de pouvoir partager des choses en face à face. Merci Sophie, merci Cécile. Une petite question suite à ton intervention Cécile. Anne est preneuse des références d'outils interactifs qu'on peut lui donner, notamment sur les sondages, sur le maintien du lien social, par exemple, également, peut-être avec les données de Slack, par exemple, ce type d'outil qui peut servir dans cette période particulière. Alors, sur le sondage, franchement, il y a un truc tout simple et qui est gratuit, ça s'appelle le Google Form. Je ne fais pas de la pub pour Google particulièrement, mais sur le Typeform, en fait, c'est hyper simple à faire. On peut faire des questionnaires anonymes. Donc là, c'est vraiment si on n'a aucun outillage. On peut faire aussi des sondages sur Slack. Donc, il faut juste débloquer une brique sur Slack pour faire des sondages. Après, il y a d'autres outillages que je pourrais détailler dans un second temps, mais qui sont plus des outils payants.
Donc, si vous n'y avez pas accès aujourd'hui, il faudrait s'inscrire. Il y a beaucoup de startups, notamment dans les RH, qui ont développé des outils de sondage. Honnêtement, si vous n'en avez pas aujourd'hui, un Google Form ou un sondage sur Slack, si vous avez Slack, est amplement suffisant. Je pense que sur d'autres types de messagerie interne, de Microsoft, Teams et tout, je pense qu'on peut le faire aussi. Il faut juste débloquer la fonctionnalité. Donc déjà, ces 3 outils-là, mais on pourra vous lister avec Sophie d'autres startups RH qui font des sondages en ligne. Mais dans ce cas-là, ce serait payant en fait. Voilà, pour citer un français, mais qui est payant, par exemple, il y a Klaxoon également. Exactement, ouais. Qui propose, entre autres, ce type de fonctionnalité. Après, c'est sûr que si vous ne les avez pas aujourd'hui, ça ne sert à rien peut-être de se lancer dans ce genre d'outillage maintenant, alors qu'un Google Form marche très bien, quoi. Je me permets de rebondir sur la partie outils qui rejoint un petit peu une question qui avait été posée en amont sur quels canaux de communication et de maintien du lien privilégié en dehors de Slack et des emails. Donc, merci, on en a vu quelques-uns. Moi, je me permets juste de vous donner une idée qui est certes sur Slack, qu'on utilise beaucoup chez Agicap. Il y a des petites applications qui peuvent être débloquées sur Slack, comme Donuts, par exemple, qui permet tout simplement les mardis et les jeudis d'avoir un algorithme qui va envoyer une invitation à différents collaborateurs dans l'entreprise d'équipes complètement différentes et leur proposer un café virtuel, et ils peuvent se rejoindre pour un quart d'heure, 20 minutes de discussion. C'est aléatoire et ça permet à des collaborateurs qui avaient potentiellement l'habitude de se parler au bureau et qui, parce que ne sont plus au bureau et pas dans la même équipe, peuvent avoir des moments un petit peu privilégiés et garder ce lien social qui est si important en entreprise, au-delà de sa propre équipe, de son manager, de pouvoir échanger un petit peu au sein de l'entreprise. Alors moi, je vais rebondir sur les preuves. Donc la question de Marie, parce qu'effectivement, elle est importante, parce qu'on dit, voilà, vous pouvez faire ça, 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 et puis après, on a souvent un peu peur de faire les choses, parce qu'on dit, il y a l'inspection du travail, il y a la médecine du travail, il y a la police municipale en bas, donc ça fait beaucoup de choses. Je pense que ce qui est important, c'est déjà d'avoir votre protocole sanitaire à jour. Le protocole sanitaire, vous n'êtes pas obligé de faire des choses très compliquées, mais de lister l'ensemble des situations. Qu'est-ce qui se passe en télétravail? Est-ce qu'on autorise le fait de venir sur place ou pas? Dans quelles conditions, etc. Donc, mettez bien ça à jour et faites en sorte que les salariés qui, effectivement, viennent travailler le gardent sur eux. C'est déjà une preuve. S'ils se font contrôler eux, parce qu'avant l'inspection du travail, il y aura très certainement la police plutôt qui va contrôler ça. Ça, plus une attestation. Pour l'inspection du travail, c'est vraiment le protocole qui va être important, et vous pouvez aussi tout à fait, dans le protocole, demander aux salariés de vous écrire, donc soit à vous, soit aux dirigeants ou au service RH, en disant, voilà, moi je rencontre des problèmes qui sont listés dans ce protocole, donc ça peut être des problèmes très personnels liés au matériel ou des problèmes psychologiques. Il faut que ce soit listé dans votre protocole encore une fois, et donc je souhaiterais me rendre sur place à telle et telle date. Aujourd'hui, on n'a pas le recul, on ne sait pas si c'est quelque chose qui sera accepté en l'état par l'inspection du travail, mais en tout cas, ça nous semble quelque chose de raisonnable et qui est plutôt facile à mettre en place et protecteur pour le salarié et l'entreprise. En tout cas, j'ai lu une note, je te l'enverrai, Sophie, à l'occasion de la directe à ces services, qui dit les risques psychosociaux doivent être pris en compte dans le protocole sanitaire. Donc, complètement ce qu'a décrit Sophie, c'est que le salarié doit éprouver un risque sur une situation donnée, qu'elle soit matérielle ou psychologique. Et ça, normalement, les inspecteurs du travail, ils seront sensibles. Mais comme dit Sophie, c'est si on l'écrit, et si on le justifie, et si on le motive dans son protocole sanitaire. C'est pas juste on s'est tapé dans la main avec le salarié, quoi. Faut vraiment faire attention à ça quand même. Julie nous pose la question des recrutements. Qu'en est-il des déplacements liés au recrutement physique dans les locaux? Pour un recrutement, c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un entretien en physique. Est-ce que c'est autorisé? Dans quelles conditions? Je pense que oui, ça peut être autorisé. Alors après, je pense faut pas oublier qu'on est quand même en confinement.
Donc, on doit privilégier la visio. Si vraiment on considère que pour des raisons particulières, on a besoin d'un entretien physique, il faudra faire à la personne qu'on souhaite recruter, enfin au candidat, une attestation employeur pour qu'elle puisse se déplacer dans ce cadre-là. Voilà, après, je rappelle quand même que c'est la visio qui doit être privilégiée, même dans ces cas-là. Et puis, de l'expérience aussi qu'on peut avoir, l'entretien physique, parfois, encore une fois, rappelez-vous qu'on n'a pas tous les mêmes préférences. L'entretien physique peut être préféré par certains, mais l'entretien physique veut dire masque. C'est pas forcément le plus aisé et à titre très personnel, moi je préfère faire une interview en visio non masquée qu'une interview en présentiel masquée. Et là encore une fois, c'est très très personnel. Alors on va pas lancer un sondage là sur vous, comment vous préféreriez ça, parce que sinon je pense que Thomas, tu vas avoir ton chat qui va exploser. Mais effectivement, pensez que c'est pas forcément mieux d'être en physique, d'autant que souvent on invite les personnes sur place pour qu'ils voient un petit peu l'ambiance, l'environnement. Là, l'environnement, honnêtement, il n'y aura personne. Donc, posez-vous bien la question. Et comme dit Cécile, on rappelle qu'on est en confinement, on rappelle que tout échange et toute rencontre, même masquée, ça reste quand même un risque pour le salarié qui reçoit. Donc, gardez-le en tête quand même. Ouais, et de la même façon, n'oublions pas la psychologie aussi du candidat qui peut être stressé par la situation, qui peut aussi être dans une situation à risque, on ne le sait pas, parce que c'est pas des choses qu'on communique. Donc, ne mettons pas non plus des gens dans des situations à risque en leur demandant. Par contre, dans ce cadre-là, demandez bien au candidat ce qu'il préfère. Parce qu'on ne connaît pas la vie des gens, quelqu'un peut avoir une pathologie, peut avoir un stress particulier à sortir de chez lui. Donc, demandez-lui s'il préfère aussi une visio ou un entretien physique. Je ne vous conseille pas, dans la période actuelle, d'imposer un entretien physique. On ne connaît pas la psychologie des gens ou la santé des gens dans ce cadre-là. Une question qui est un peu similaire, qui a trait aux entretiens professionnels. Laurence, je voudrais savoir si on peut les reporter au-delà du 31 décembre 2020 et si c'est possible, sous quelles conditions, comment? Alors, de la même façon, si je peux me permettre, l'entretien professionnel peut être tenu. Il n'y a pas d'empêchement de le tenir, puisque tout entretien, il n'y a pas d'obligation de le tenir en physique. Donc, il peut être tenu. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de délai supplémentaire du fait du confinement. Sophie, je ne sais pas si tu confirmes. Pour l'instant, non. On s'attend à peut-être qu'il y en ait, mais c'est pas certain. Et effectivement, comme dit Cécile, il est possible de le mener. Et surtout, on ne sait pas combien de temps. Alors, nous, on n'a pas plus d'informations du gouvernement, hein, donc n'allez pas vous imaginer des trucs. On ne sait pas combien de temps va durer cette crise sanitaire. Enfin, voilà, on a des annonces officielles, mais concrètement, on ne sait pas si ce sera plus long. Donc, ça peut être très important de faire malgré tout ces entretiens, parce qu'à force de reporter, enfin, ceux qui reportent, on ne peut pas vous en vouloir. Hein. Moi, j'ai plein de clients qui reportent parce qu'on se dit ce sera mieux après, quand il n'y aura plus de confinement, etc. Sauf qu'on peut un petit peu rater de vrais moments de management et si c'est long, c'est dommage. Donc, moi, très clairement, je vous recommande vraiment de les lancer, ces entretiens, non pas par peur de cette deadline, parce que effectivement, juridiquement, ça peut être compliqué, mais surtout au niveau managérial. C'est important maintenant de faire ce point-là pour les personnes qui ne l'ont pas eu ces 2 dernières années. Sachant qu'en plus, c'est un élément aussi qui peut rentrer dans votre lien social qu'on décrit sur les questions précédentes de télétravail. Ça fait partie aussi d'un moment d'échange avec son collaborateur qui peut complètement rentrer dans le moment d'échange qu'on n'arrive pas trop à faire parce qu'on ne se voit plus. Et en plus, l'entretien professionnel, c'est fait aussi pour parler un peu d'équilibre vie perso, vie pro. Donc, tous ces sujets qui sont quand même importants dans la situation qu'on vit. Donc, si vous pouvez, autant les tenir. Ça sera un élément d'animation de votre communauté en télétravail. Je pense que ça peut être même très intéressant de le faire maintenant.
On voit une question sur le protocole sanitaire. Alors, il est en effet obligatoire. Alors, c'est vrai qu'il y a des seuils pour lesquels il est vraiment plus obligatoire, mais il est obligatoire simplement pour les petites entreprises et en particulier celles qui sont dans soit des coworking, soit des espaces partagés avec d'autres entreprises. C'est souvent des choses qui sont gérées par l'organisme qui vous héberge. Donc, si vous êtes en difficulté, dans un premier temps, posez-leur la question, justement, ceux qui vous hébergent, ils ont forcément un protocole sanitaire, ça c'est obligatoire. Et sinon, effectivement, mettez en place ce protocole pour des raisons légales et encore une fois, pour des raisons managériales et de prévention des RPS, il y a des personnes qui aujourd'hui sont en difficulté par rapport aux conditions sanitaires, très clairement. Là, on ne parle plus de travail aux conditions sanitaires, c'est compliqué pour eux. C'est aussi un moyen de rassurer les personnes en disant, voilà ce qu'on met en place. Ce sont des choses que tout le monde doit appliquer et ça rassure les gens en général et c'est très clair. Sachant qu'un protocole sanitaire, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus. Ce n'est pas quelque chose de forcément hyper formel. Ça peut faire l'objet d'une note, d'un mail. C'est vraiment rappeler toutes les mesures que vous avez mises en place pour gérer le confinement ou la période d'urgence sanitaire dans laquelle on est. Donc, ne prenez pas peur non plus là-dessus parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous l'avez déjà, ce protocole sanitaire. Que vous l'ayez fait à l'oral ou peut-être dans des mails et tout, il faut juste bien le compiler, qu'il soit bien clairement exprimé. Là, je parle plutôt pour les petites entreprises. Quand on a un CSE, c'est un petit peu différent parce qu'on l'a un petit peu plus formalisé. Mais ne prenez pas peur non plus. C'est quelque chose qui existe déjà dans votre entreprise. C'est quelque chose que vous faites déjà. Il faut juste le formaliser un petit peu par écrit. Et ça rassure tout le monde, comme dit Sophie, quoi. Je vois que le temps avance. On a perdu Camille à cause d'une mauvaise connexion. Elle va nous rejoindre dans les prochaines secondes. Je vous propose de passer aux questions plus juridiques et administratives qu'on n'a pas encore traitées. Première question, comment peut-on gérer les salaires face à cette crise et comment peut-on faire pour la gestion du personnel à distance et des salaires, donc de la paye également? Alors, comment gérer les salaires? La question est large. Est-ce qu'on a une difficulté pour payer les salaires? On a une difficulté pour… donc, je vais répondre comme je pense la question. Donc, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que vos collaborateurs sont en activité partielle? Est-ce que vos collaborateurs travaillent à 100%? Est-ce qu'ils sont à moitié au travail, à moitié en activité partielle? Je ne sais pas si on parle vraiment d'un risque de pas réussir à payer les salaires. Donc là, déjà, c'est s'organiser. Si vous êtes dans une situation économique qui demande de se mettre en activité partielle, faites-le. Si vous avez déjà mis en place l'activité partielle, votre autorisation court toujours peut-être. Donc, continuez à juste déclarer vos salariés sur le nombre d'heures d'activité partielle dont ils vont bénéficier ce mois-ci. C'est vrai que la question est un peu large. Donc là, je vois pas forcément de vous aider plus. Après, si vous avez des difficultés économiques, c'est de passer aussi par la modalité d'exonération de charges qui a été prolongée de nouveau dans le cadre du deuxième confinement. Donc voilà, il y a tous ces mécanismes-là. Donc pour diminuer le montant des salaires tous les mois, c'est l'activité partielle et l'exonération de charges. Ça, c'est le premier point. Sophie, je ne sais pas si tu vois d'autres points sur cette question-là. Alors, on met des hypothèses sur les questions Ouais. Pas forcément ce que vous avez en tête. Sur la partie gestion du personnel à distance, est-ce que si dans vos questions, il y a par exemple des entreprises où il y a des pointages, du coup qu'il n'y a plus de pointage puisque c'est en télétravail, cette notion de temps de travail, il est vrai qu'elle demande un management différent, plus d'autonomie, mais aussi sur la gestion du personnel, pas mal de différences. Donc une entreprise qui pointait par exemple, il n'y aura plus de pointage. Donc là, effectivement, il sera important de pouvoir discuter de ça avec votre CSE pour dire, voilà, pendant cette période de crise sanitaire et de télétravail, voilà comment on va gérer les temps, par exemple. Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution un peu collective dans l'urgence. Et ben, vous faites tous de telle heure à telle heure et on n'en parle plus. Donc ça, je l'ai vu. Bon, ça marche, mais c'est pas forcément le plus adapté. Ou alors, c'est de demander aux personnes de faire un relevé pour ceux qui sont en heure. Donc ça, c'est vrai que ça peut être des problématiques qui viennent sur la gestion du personnel qu'on n'a pas forcément quand on est sur place.
Il y a une question sur le dirigeant salarié peut-il bénéficier du droit au chômage partiel? Oui, s'il a un contrat de travail. La seule subtilité, c'est si le dirigeant est cadre dirigeant en termes de temps de travail. Pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, il faudra qu'il soit au chômage partiel à 100% et pas à 50% par exemple. Mais sinon, oui, il peut bénéficier du chômage partiel et du report éventuel des charges. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a beaucoup de questions sur le chômage partiel, donc je vous propose de passer un petit peu de temps dessus. D'abord, une première question, si on a de nouveaux recours à l'activité partielle, de nouveau parce qu'il y a déjà eu recours pendant le premier confinement, on nous demande de prendre des engagements. Est-ce qu'il est possible d'obtenir un éclairage sur ce sujet, Sophie, Cécile? Alors, pareil, Sophie, qu'est-ce qu'on entend par engagement? J'ai un peu un doute. Ouais, pareil, on fait un peu des hypothèses là-dessus. Ouais. Alors, ce que va regarder l'URSSAF, en tout cas l'État par rapport à ça, c'est est-ce que l'entreprise a mis en place ce qu'il fallait pour limiter au maximum la demande d'activité partielle. Donc, certains des clients ont pu, par exemple, s'engager sur le fait de faire poser un maximum de payés ou de RTT à leurs salariés avant d'enclencher l'activité partielle. Certains, alors c'est sûr que ça aide, et puis en termes de communication, c'est super, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible pour un reconfinement. Ouais. Certains régions ont suspendu leur rémunération carrément. Certains ont aussi suspendu certaines primes au niveau de la direction. Enfin, mais du coup, ça nous mène à la partie rémunération. Mais en fait, c'est des engagements pour dire voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, mettre en place qui, de bon sens, va permettre de limiter cette activité partielle dans les règles de droit. Et je pense que pour un deuxième confinement, il faut aussi pouvoir justifier que votre activité économique est obérée comme dans le cadre du premier confinement. Donc, il faudra de toute manière justifier d'un impact économique du confinement. Si on est, je donne un exemple, si on est un fournisseur d'accès à Internet, normalement, on ne doit pas pouvoir être touché. Ou alors, si on est touché, il faut pouvoir le justifier. Donc, ayez toujours en tête, dans le cadre de l'engagement vis-à-vis, si aussi on peut parler de ça, de justifier de l'impact économique et de la nécessité de mettre vos collaborateurs en activité partielle. Et concrètement, je me permets de compléter ce qui revient aussi sur les différentes communications. À propos de l'engagement, c'est tout ce qui va être aussi action de formation des collaborateurs pendant la période d'activité partielle, pendant ce reconfinement. Il y a des moyens de pouvoir mettre en place des formations pour vos collaborateurs. Donc ça en fait partie. Et tout ce qui va rentrer aussi dans votre GPEC, tout ce qui va pouvoir être plan d'accompagnement des collaborateurs sur la formation, sur le maintien dans l'emploi, pourra être considéré comme des mesures suffisantes d'engagement de la part des entreprises. Je te redonne la parole, Thomas. J'avais une autre question. Concrètement, comment on met en place l'activité partielle et le chômage partiel si nécessaire? Il y a une question. Il faut faire une demande sur le site qui est dédié à l'activité partielle. Ça, on vous mettra le lien là-dessus. Donc, en fait, c'est 2 étapes, le chômage partiel. C'est une demande d'autorisation d'activité partielle, donc là où il faut justifier économiquement, il faut mettre en place, si vous avez un CSE, présenter au CSE votre plan d'activité partielle, décrire le nombre de personnes que vous voulez mettre en activité partielle, donc voilà vraiment votre plan pour l'activité partielle. Donc ça, c'est demander l'autorisation d'activité partielle. Et un deuxième volet, c'est tous les mois déclarer les heures qui sont chômées de vos salariés, donc soit à 100%, 20%, 30%, en fonction des modalités que vous aurez prises, et les déclarer chaque mois. Vous avancerez le salaire de vos collaborateurs et l'État vous remboursera la partie chômée, si c'est à 100%, à 20%, à 30%, donc en fonction des modalités que vous avez décidé de mettre en place. Donc, c'est vraiment ça, la règle de base. Jusqu'au 31 décembre 2020, les mesures applicables sont celles qu'on a vécues sur le premier confinement, donc une indemnisation à 100% de l'employeur et le collaborateur est payé à 70% du brut, qui est à peu près égal à 84% du net. Si l'employeur souhaite maintenir le complément de salaire, il peut le faire. À partir de 2021, il y aura d'autres conditions d'indemnisation de l'employeur qui seront beaucoup moins favorables. Donc, pour l'instant, on est exactement dans le même cadre que le premier confinement sur l'activité partielle.
Je me permets juste de compléter ce que tu dis. Effectivement, par rapport au CSE, normalement, le CSE doit être consulté avant la mise en place de l'activité partielle, puisque au moment où vous faites votre demande, le PV doit être joint à la demande d'activité partielle. Donc ça, c'est important, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc il y a toujours un peu ce petit flou du gouvernement entre les entreprises de plus de 50 salariés qui ont effectivement un CSE et ceux qui sont à moins de 50 salariés. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez un CSE, le mieux est de pouvoir le consulter avant de faire cette demande. Et si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de représentation de votre personnel, c'est de pouvoir informer individuellement vos collaborateurs du fait que vous allez recourir à l'activité partielle ou en tout cas en faire la demande. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et tout ce qui est de la demande préalable et la demande de remboursement se fait effectivement sur le même site internet activitépartielle.gouv.fr où vous avez toutes les explications et qui est finalement assez facile d'utilisation. Il y a des questions sur est-ce qu'on doit faire une nouvelle demande d'homologation, une nouvelle demande d'activité partielle pour ce nouveau confinement. Ça, il faut que vous regardiez la durée que vous aviez pour l'autorisation de la première activité partielle. En fait, ça, il faut que vous regardiez si vous êtes toujours dedans ou pas. Et si vous n'y êtes plus dans les délais, il faut refaire une nouvelle demande d'autorisation d'activité partielle. Sur les questions d'avenant, Corinne doit faire un avenant à sa demande d'autorisation d'activité partielle parce qu'elle modifie son effectif. Est-ce qu'elle doit modifier la date ou est-ce qu'elle laisse la date initiale de la demande d'autorisation? Pour moi, il n'y a pas de modification de date, si je ne me trompe pas. C'est juste un ajustement sur son effectif qui est pris en charge dans l'activité partielle. Ouais, il y a un point aussi qui était dans les questions préliminaires. Un salarié en activité partielle peut-il accéder aux locaux de la société pendant cette période? Alors, typiquement, si vous êtes, je sais pas, un restaurant qui fait de la livraison à distance, il peut tout à fait aller chercher à manger du personnel. Par contre, il ne peut pas aller y travailler. Ça, c'est très important. S'il vient chercher du matériel, pourquoi pas, mais une fois, et je vous conseille vivement de noter que c'est exceptionnel et que c'est pour pouvoir télétravailler. Ce qui est très important de savoir, c'est que une personne en activité partielle, vous allez déclarer le nombre d'heures chômées. Si ce nombre d'heures chômées est finalement travaillé, donc soit parce que l'inspection du travail va voir qu'il s'est rendu sur les lieux, soit parce que la personne a pu travailler de façon numérique, informatique et envoyer des mails sur ces jours-là, l'ensemble de la prise en charge de votre activité partielle peut être mise en cause par l'État. Donc, soyez alors évidemment vigilants à ne pas demander aux salariés de travailler pendant leur activité partielle. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas toujours. Et le deuxième point, c'est d'insister auprès de vos salariés parce que certains ne vont pas pouvoir s'empêcher de regarder leur mail et de faire certains ces jours-là. Ça, c'est un petit peu la difficulté avec le télétravail, justement. Ou d'aller voir leurs collègues pour leur filer un coup de main sur place. Donc, vraiment, soyez vraiment exigeants là-dessus, qu'ils le respectent parce que sinon, vous allez être en difficulté financièrement et juridiquement. Il y a une question sur le taux d'indemnité entre 70 et 84%. En fait, il n'y a pas eu de changement là entre le premier confinement. En fait, 70%, c'est 70% du brut qui est égal à 84% du net. Donc, c'est exactement en fait le même montant. Les 70 et les 84. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, ce qui est versé aux collaborateurs, c'est 70% de sa rémunération qui équivaut à ce 84% net pour le collaborateur. En revanche, l'indemnisation de l'État auprès de l'entreprise n'est plus de 100%, mais de 70%, effectivement. Ouais. C'est une mesure qui devait s'arrêter avant le reconfinement, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 1er janvier, cette indemnisation sur ces 70% de la rémunération du collaborateur devrait passer à 60% d'indemnisation de l'État auprès de l'entreprise, sauf pour les secteurs qui ont été définis comme étant protégés et dont on retrouve la liste. On pourra vous remettre la liste des secteurs protégés, y compris la restauration, par exemple. Voilà, donc c'est important de bien comprendre cette petite nuance. Exactement, ouais.
Alors, Déborah nous pose la question de l'éligibilité de sa structure à l'activité partielle, sachant qu'elle est à la tête d'un organisme de formation qui est lié à la restauration. Donc, elle souhaitait savoir si elle pouvait obtenir 100% dans la mesure où son activité est pleinement liée à la restauration. On y a déjà en partie répondu. Si elle peut justifier qu'elle n'a plus de clientèle qui peut lui prendre ses formations, oui, elle peut complètement justifier d'être dans un secteur où elle ne peut plus exercer. Il faut juste pouvoir le justifier économiquement. Mais je pense que oui. Enfin, faudrait étudier son dossier, mais je pense que oui. Par contre, elle n'aura pas les prises en charge qui sont aujourd'hui mises en place pour les restaurateurs. Le chômage partiel, clairement, la demande est totalement justifiée. Cécile, il faut l'étudier de plus près. Par contre, ce ne sera pas dans les conditions que peuvent avoir les restaurateurs aujourd'hui pour cause de fermeture. Ça me semble… Ouais, d'accord avec toi, Sophie, ouais. Mais voilà, par contre, le chômage partiel est tout à fait justifié dans ce cadre-là. En termes de répartition des salariés, est-ce qu'on se doit, en tant qu'employeur, d'être juste dans la répartition de l'activité partielle ou du chômage partiel, ou est-ce qu'on peut mettre en activité partielle seulement un salarié en particulier et être beaucoup plus discriminant? C'est pas une question de justice, vraiment, l'activité partielle, c'est de savoir les postes qui sont impactés. On peut avoir, prenons un exemple, dans une start-up, on a un office manager pour qui son job, c'est de faire de l'animation d'événements, de soirées, d'apéros et en présentiel, forcément, il y aura peut-être que cette personne-là qui sera touchée puisque son poste n'a plus de sens dans le cadre d'un confinement. Donc, je prends par exemple cet exemple-là. Donc, c'est pas une histoire de discrimination ou de justice vis-à-vis du salarié, c'est juste quels sont les points d'impact du confinement sur mon activité. Et ça sera aussi une demande de justification qui devra être faite en cas de contrôle aussi. Par exemple, des sales peuvent être très impactés. Par contre, un service client n'est pas impacté. Enfin, je prends des exemples théoriques. Donc, il n'y a pas de… Donc oui, on peut être discriminant, mais c'est pas de la discrimination. En fait, c'est plus de dire quel est le point d'impact sur mes postes sur le confinement, en fait. Très bien. Pour revenir aux questions qui nous ont été posées en amont, peut-on demander le report du prélèvement à la source pour les entreprises? Non. Non, parce que c'est pas un impôt direct, c'est un impôt indirect. Vous êtes seulement collecteur de l'impôt à la source. C'est votre salarié qui est tenu de payer l'impôt à la source. Vous êtes seulement collecteur, c'est comme la TVA en fait. Donc ça, c'est non. En revanche, si votre salarié souhaite faire, lui, parce qu'il y a un impact très fort sur sa rémunération, une modification de son taux, ça, il va s'adresser à son service d'impôt et là, vous avez plus du tout la main. C'est vraiment c'est à la main de votre collaborateur. Autre question, est-ce qu'on a le droit d'annuler les avantages en espèces pour diminuer les charges? Je ne sais pas si on parle d'avantages en espèces, je ne sais pas s'il y a une différence d'ailleurs. Je suis preneur de oui, que ce soit en espèces ou autre, vous n'avez pas le droit enfin, en tout cas, vous n'avez pas le droit de décision unilatérale de diminuer les avantages, qu'ils soient en espèces ou en nature, voilà, quels qu'ils soient. Les seules choses que vous pouvez diminuer, c'est par exemple, vous êtes tous en télétravail, vous ne remboursez plus les frais de transport à 50%, par exemple, vous n'y êtes pas tenu. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent être diminuées, mais le reste, c'est pas possible. De façon générale, de toute façon, pour diminuer des avantages qui sont soit par usage, soit par accord, il y a toute une procédure, soit de dénonciation d'usage ou de renégociation ou de dénonciation d'accord. Et comme on est là vraiment dans une période assez compliquée, je vous déconseille de le faire de façon permanente. Après, il existe quand même une nouvelle possibilité depuis cette année.
qui sont les accords de performance. Donc là, on ne va pas forcément rentrer dans le détail de ce sujet-là, mais c'est justement pour les entreprises qui sont en difficulté de pouvoir avoir recours à ces accords-là avec les représentants du personnel et les partenaires sociaux, de se dire on diminue certains avantages pour répondre à une difficulté économique. C'est quelque chose qui est assez nouveau dans le droit français et qui peut vous permettre de passer cette période. Donc, le seul moyen, effectivement, pas de les annuler, mais en tout cas de faire des choses différentes, ce serait cet accord de performance qui, je pense, peut peut-être faire l'objet d'une autre discussion à part. Très bien. Merci. On a une question en revenant sur les avantages en nature, pour être très précis, la question de Pierre qui nous demande, dans le cas d'un chômage total d'un salarié, peut-on lui demander de rendre sa voiture de fonction? Alors, une voiture de fonction, ça me semble compliqué. Moi aussi. Autant une voiture pourquoi pas, parce que c'est lié à l'activité, alors qu'une voiture de fonction, c'est un avantage de rémunération. Donc non, si vous lui demandez de rendre sa voiture, à ce moment-là, il me semble que vous devriez mettre en place une compensation financière. Je partage le point de Sophie, c'est la différence entre véhicule de fonction et véhicule de service. Si c'est pour voilà, donc je ne pense pas qu'on puisse lui demander de rendre la voiture. Une autre question liée qui a trait à l'activité partielle. On demande si on a déjà été dans le formulaire d'inscription, on demande si on a déjà été en activité partielle lors des 36 derniers mois. David, qui nous pose la question, dit que dans son cas, ils l'ont déjà été en mars et on leur demande des engagements. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question si nous ne sommes pas dans un cas classique d'une activité? Je ne sais pas ce qu'on entend par un cas non classique d'activité. Est-ce que vous avez une idée de cas non classiques d'activité? Alors, on a déjà parlé des engagements tout à l'heure. Je regarde la question. Je pense que la question est effectivement reboucle avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez été en activité partielle au mois de mars dernier et que vous ne faites pas un avenant mais une nouvelle demande, vous êtes effectivement dans l'obligation de dire que vous avez eu recours à l'activité partielle lors des 36 derniers mois. Et donc, on reboucle avec la réponse qu'on a donnée tout à l'heure sur quel type d'engagement est-ce qu'on est obligé de montrer, puisque même si la situation est particulière, aujourd'hui, l'état actuel des choses en termes de décret, etc., nous laisse un petit peu un flou sur, effectivement, est-ce qu'on est tout dans ce cas classique d'avoir eu recours à l'activité partielle dans les 36 derniers mois, ou reste dans ce cas classique puisque rien ne dit le contraire, et donc on a l'obligation de montrer qu'on a mis en place un certain nombre d'actions pour, comme on disait tout à l'heure, garantir le maintien dans l'emploi, de garantir de la formation, avoir recours aux congés payés, au RTT de nos collaborateurs, etc. On a une question aussi de Jocelyne qui nous demande s'il est possible d'envisager une activité partielle pour les salariés sous contrat de type CDI et CDI intermittent dans le cadre d'un organisme de formation. Plusieurs formations ayant été décalées car peu propices à être réalisées online. Les CDI sont éligibles au chômage partiel, donc si elle peut justifier d'une activité partielle, oui, pas de difficulté là-dessus. Les CDD sont éligibles également. Oui, les CDD, voilà. C'est la seule exclusion, ce sont les stagiaires. Très bien, merci. Une question de Julie sur la gestion administrative du télétravail. Quelles sont les obligations de l'employeur, notamment en termes de matériel à fournir, d'indemnisation éventuelle? Alors, matériel à fournir, c'est tout le matériel nécessaire à l'exercice de la fonction. Donc, ça dépend de la fonction, mais à tout le moins un ordinateur, éventuellement du matériel approprié de bureau
pas d'une obligation, mais il y a certaines entreprises qui l'ont proposé, de mettre à disposition un matériel de bureau un peu adapté, type des chaises, des écrans supplémentaires, des souris, enfin des choses un peu particulières pour que le collaborateur se sente vraiment bien chez lui et puisse travailler vraiment utilement. Donc, il y a certaines entreprises qui ont mis ça en place avec des forfaits pour acheter du mobilier de bureau ou des choses comme ça. Et en matière d'indemnisation, donc il n'y a pas grand-chose en matière d'indemnisation. C'est juste de dire que les tickets resto sont quand même toujours dus. Donc ça, il faut pas l'oublier. Je pense qu'il n'y a pas j'ai un doute là, Sophie, mais je pense pas qu'il y a grand-chose en termes d'indemnisation. Pour l'instant, non. Je dis pour l'instant parce que les syndicats ont demandé des négociations. Je crois qu'ils négocient aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Juste sur le point effectivement du matériel, je te rejoins Cécile, il n'y a pas d'obligation effectivement de fournir un bureau, une chaise, etc. En revanche, l'employeur a toujours, même pour ses salariés en télétravail, une obligation de prévention de santé. Donc, à ce titre, c'est important que vous posiez la question si effectivement les choses sont un peu plus longues. Les TMS risquent de remonter en force, je pense, cette année, parce que les personnes sont peut-être mal installées chez eux. Donc, effectivement, si vous avez un recours massif au télétravail, c'est très certainement un point qu'il faut regarder maintenant, l'installation des salariés à domicile. Je reviens sur la question de Justine, enfin la question de Justine sur cette indemnisation et l'indemnité de travail qu'on retrouve effectivement sur le site de l'URSSAF. C'est une indemnité qui est prise en compte à partir du moment où vous avez un accord de télétravail. C'est vraiment dans le cadre de ce qui était avant considéré comme le télétravail permanent et mis en place dans l'entreprise avant cette situation de la crise sanitaire et du télétravail qui est arrivé un peu brusquement et où dans ces entreprises rien n'est encore prévu en termes d'accords collectifs sur le télétravail, etc. Donc, quand on parle d'indemnisation, je pense que c'est plus sur cette obligation au-delà de l'accord collectif de télétravail. Si on n'en a pas, est-ce qu'on a cette obligation de devoir indemniser nos collaborateurs? Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous oblige en tant qu'employeur à indemniser nos salariés. Après, encore une fois, c'est aussi en fonction de votre capacité à pouvoir accompagner les collaborateurs dans leur travail au quotidien. Un certain nombre d'entreprises mettent en place des choses effectivement de façon ponctuelle pour cette crise. Nous, c'est le cas par exemple chez nous aujourd'hui. On rembourse à la hauteur de maximum 20 € de frais d'Internet parce qu'on sait que les gens vont être beaucoup connectés chez eux et on veut leur permettre d'être bien installés. Après, c'est quelque chose à voir aussi en fonction des capacités de votre entreprise et de ce que vous souhaitez faire au sein de votre structure. Et donc, il y a une question sur les tickets restaurants. Les tickets restaurants sont dus en période de télétravail. Mais par contre, il y a plusieurs questions sur l'activité partielle. De la même façon qu'une personne qui ne travaillerait pas la journée entière, vous n'êtes pas obligé de verser, enfin, vous ne devez pas d'ailleurs verser le ticket restaurant. À mon sens, c'est la même chose sur l'activité partielle. La personne qui ne travaille pas du tout de la journée, ou en tout cas pas la journée entière, à cause de l'activité partielle, vous ne devez pas lui verser le ticket restaurant. Donc, c'est la différence entre le télétravail et chômage partiel. Voilà, le traitement est différent. Je sais que c'est un sujet qui est souvent délicat, les tickets restaurants en entreprise. Donc, voilà, les personnes y sont très, très attachées. Donc, effectivement, télétravail, ticket restaurant, si la personne travaille toute la journée, j'insiste, et chômage partiel, pas de ticket restaurant. Alors, une question de Baptiste à laquelle on a déjà partiellement répondu. Baptiste a une société qui englobe 2 établissements de restauration, dont un qui sera potentiellement plus impacté que l'autre par la crise. Baptiste aimerait savoir s'il peut répartir le chômage partiel en mettant peut-être une équipe qui fonctionne bien, moins au chômage partiel que l'autre, s'il peut redispatcher les 2 équipes en mettant peut-être des personnes qui sont peut-être
plus productive ou qui fonctionne mieux dans le second restaurant, est-ce qu'il a toute l'attitude sur la répartition de ses équipes? Voilà, je pense que c'est ça. J'ai interprété un peu sa question, mais je pense que c'est l'idée. Alors, l'idée déjà, c'est de regarder s'il a vraiment deux entités juridiques distinctes, puisque les autorisations de chômage partiel se font par entité juridique et pas au niveau du groupe. Donc déjà, il y a ce premier point-là, et après, un peu plus là en bon sens, il n'aura pas de règles particulières à répartir ses salariés, à lui dire toi, tu es en activité partielle, toi, tu ne l'es pas. Enfin, il n'y aura pas de contrôle là-dessus. En revanche, attention à la gestion de ses collaborateurs, au management de ses collaborateurs et aussi à l'explication de pourquoi un va gagner moins d'argent plutôt que l'autre. Puisque quand on touche au chômage partiel, on touche quand même à la rémunération si la personne n'est pas payée à 100%, si l'employeur ne maintient pas le salaire. Donc, moi, je l'analyserais plutôt au-delà d'une question juridique sur une question managériale et une question aussi de porter atteinte à la rémunération d'un collaborateur plutôt que d'autres sur des critères de productivité. Je ferai assez attention à ça, en tout cas sur le discours qu'il peut avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Sophie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, là-dessus, effectivement, attention à ne pas créer à rajouter de difficultés, effectivement, alors peut-être que en termes de performance, c'est pas l'idéal, mais maintenez au maximum les conditions de travail des personnes, les postes des personnes, parce que dès qu'on touche effectivement une baisse de rémunération, c'est important. Juste par rapport à ça, effectivement, il y a une baisse de rémunération, vous avez le droit de maintenir le salaire. Donc ça, c'est aussi des choses que certains mettent en place. Donc typiquement, si vous voulez faire ces bascules et que ça a du sens, déjà, parlez-en bien avec le CSE, avec les personnes. Et là, dans un cas comme celui-là, si vous voulez basculer des personnes et que des personnes dont le poste ne devait pas être en chômage partiel se retrouvent en chômage partiel, je vous conseillerais vivement de compléter le salaire pour pas qu'ils aient de perte de salaire, justement. Autre question de Stéphanie. Stéphanie aimerait savoir s'il existe des aides à la mise en place du télétravail pour les entreprises qui ne disposent pas actuellement de matériel informatique. Je n'ai pas la réponse, moi, pour le coup. Moi non plus. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, ouais. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça fait partie des choses aujourd'hui qui sont un peu floues, effectivement, sur les différentes aides de l'État qui pourront être amenées à exister dans les semaines qui viennent. En tout cas, c'est une question qu'on va se garder sous le coude et si besoin, on pourra aussi, dans la communauté Cashyskin, revenir un petit peu sur tout ce qui va être aide de l'État et les différentes aides de l'État auprès des entreprises en fonction de votre secteur d'activité, en fonction de différentes choses et pouvoir revenir un petit peu sur ces sujets-là. Et donc, on se garde cette question-là effectivement précisément et revenir dessus si jamais quelque chose devait exister. Jocelyne suggère que c'est peut-être au niveau de la digitalisation, des aides pour la digitalisation des entreprises qui ont été annoncées par le maire, il me semble, dernièrement, qu'il y aura peut-être une opportunité pour s'équiper pour ces entreprises-là. Alors, ce que j'avais vu sur l'aide à la digitalisation des entreprises annoncée par Bruno Le Maire, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais c'était plus pour s'équiper en termes de site internet et ils vont faire un appel d'offres justement auprès des professionnels qui pourraient apporter des solutions digitales. C'était pas sur de l'équipement, c'était plus sur de la solution servicielle. Et il me semble qu'en la matière, pour l'instant, ce ne sont que des annonces et il n'y a pas encore eu de décret. Ils vont faire un appel à projet, je crois. Peut-être une ultime question. La dernière question en date. Sabrina aimerait savoir si on peut placer en chômage partiel une personne en préavis. Oui, si la raison du chômage partiel, ce n'est pas le fait qu'elle soit en préavis, mais parce que son poste le justifie. Donc, tant que c'est par rapport au poste, si la collègue ou le collègue de cette personne qui n'est pas en préavis, qui fait exactement le même poste, n'est pas en chômage partiel, je vous le déconseille.
Bien. Une dernière question de Sylvain, cette fois, qui nous dit qu'il travaille en B2B avec des grands groupes, notamment du retail, des grandes surfaces. Ils ont du mal à estimer le temps de travail partiel qu'ils vont devoir avoir sur leurs différents employés. Il y a une diminution car certaines enseignes sont sur d'autres sujets. Comment il fait, lui, pour anticiper, pour prévoir et pour adapter ensuite, en fonction du niveau d'activité, le niveau de temps partiel, sachant que j'imagine qu'il va avoir un pilotage, peut-être pas au jour le jour, mais au moins à la semaine. Après, déjà, il a une souplesse parce qu'il déclare tous les mois les nombres d'heures chômées de ses collaborateurs. Donc, il peut s'adapter là-dessus sur la déclaration du chômage partiel. C'est au mois le mois. Donc, lui, il sait ce que ses collaborateurs ont travaillé. Il va plus avoir une difficulté, c'est dans la communication à ses collaborateurs des jours travaillés ou non travaillés demain en chômage partiel. Donc, il faut qu'il arrive quand même à avoir une communication claire et pas de dire du jour au lendemain à ses collaborateurs je travaille aujourd'hui, pas demain. Sur le chômage partiel, ça va être assez facile parce qu'il y a de la déclaration. Je pense qu'il faut qu'il arrive à se projeter sur un planning avec ses clients quand même à 15 jours ou à un mois pour donner de la visibilité à ses collaborateurs. Je pense que c'est possible de le faire avec les clients. Et dans le doute, il vaut mieux aller vers une demande initiale plus haute et ensuite faire une demande d'indemnisation plus basse parce que forcément, budgétairement, pour l'État, c'est bien plus simple comme ça et du coup, vous n'aurez pas à revenir à demander plus haut. Alors, ne faites pas 100% pour tout le monde. Faites effectivement, comme disait Cécile, une estimation plus juste, mais voilà, dans le doute, mettez sur votre hésitation la plus haute, quoi. Voilà. Julie revient vers nous. Elle voulait savoir si, sur sa question sur les personnes en période de préavis, est-ce que ça décale la période d'essai? Ah, la période d'essai. Est-ce que ça décale le nombre de jours comme sur une période d'essai, de mettre une personne en chômage partiel? Non. Par contre, effectivement, sur la période d'essai, le chômage partiel décale. Sur un chômage partiel à 100%. À 100%, oui. À 100%. Si la personne est là 2 jours par semaine, par exemple, en télétravail ou en travail présentiel, ça ne décale pas la période d'essai. D'accord. Et une personne en chômage partiel à 100% a-t-elle le droit de travailler pour une autre structure et, le cas échéant, est-ce qu'elle doit prévenir son employeur? Alors, elle a le droit. Alors, en chômage partiel à 100% ou même un autre chômage partiel, si tant est qu'elle respecte le délai maximum. Et puis ensuite, regardez si vous avez des clauses d'exclusivité dans vos contrats. Parce que si c'est le cas, la personne doit vous en faire la demande. Et faites attention, de toute façon, si vous n'avez pas de clause d'exclusivité, la personne a toujours une obligation de loyauté. Donc, effectivement, si vous êtes McDo… mon collègue me disait que le McDo chez moi avait fermé et que du coup, pendant votre chômage partiel, vous allez travailler pour Burger King. Je ne suis pas sûre que ce soit la plus grande loyauté envers votre employeur. Donc voilà, faites attention à ces points-là. Et est-ce qu'il y a des risques associés en cas d'accident du travail, en cas de… Comment c'est géré? Le risque, c'est vraiment sur le temps de travail, je pense, sur lequel il faut être vigilant si vous n'êtes pas en chômage à 100%. Si, par exemple, la personne est en chômage partiel à 50% et qu'elle travaille à côté 35 heures, vous faites le calcul, vous dépassez le maximum autorisé et là, vous pouvez en tort. Donc, répétez bien aux salariés, si vous acceptez le fait qu'ils travaillent pour une autre entreprise, qu'ils respectent bien les maximums horaires hebdomadaires, temps de repos, etc. Le risque, il est vraiment là. Très bien. Et dans le cas d'un travail en auto-entrepreneur? Là, de toute manière, ils ne sont pas en activité partielle, ils bénéficient pas de ces dispositions-là, donc il n'y a pas vraiment pas trop de contrôle, mais de la même façon, une activité en auto-entrepreneur chez un concurrent posera difficulté sur la loyauté de la même façon. Oui, je pensais justement à quelqu'un qui se met en auto-entrepreneuriat pour travailler pour un concurrent ou pour une autre entreprise, alors qu'il est en chômage partiel dans son activité première. Ça pourrait faire l'objet d'un motif même de licenciement si vraiment il y avait un sujet là-dessus. Donc, il faut mieux en parler avec son employeur, être le plus transparent possible et puis vous essayer de trouver des solutions ensemble, je pense. Il me semble que c'était la dernière question. Écoutez,
Je pense que c'est la dernière question. Je vous remercie Sophie, Cécile, d'avoir répondu aux questions des participants et aux questions de la communauté Cachis King. On va vous envoyer la synthèse de ces échanges, de ces enseignements. On va également vous envoyer dans les prochains jours le replay à tous de cet échange. On vous remercie, portez-vous bien. Si vous voulez avoir plus de renseignements, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller consulter la communauté Slack de Cachis King. On vous enverra le lien dans la synthèse qui vous sera envoyée dans les prochains jours. Il y a des questions qui sont posées auprès des dirigeants sur cette communauté, donc elle est alimentée tous les jours. N'hésitez pas également à consulter la communauté Slack et également notre page LinkedIn pour en savoir plus sur les prochains événements et les prochains webinaires qui vont arriver. On vous remercie tous, portez-vous bien et à bientôt. À très bientôt, merci. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Merci Sophie, merci Cécile, merci Camille.